Bonsoir, vous l'entendez partout, hein, c'est le moment d'acheter de l'immobilier. Voilà, et d'ailleurs, alors que le mois de septembre démarre, les taux d'emprunt sont à nouveau à la baisse. Et tout le monde en profite, hein, dans l'ancien, dans le neuf d'ailleurs, où les ventes s'accélèrent au premier semestre. Bon, tout ça c'est bien, tout ça, ça anime le marché, bien entendu, mais est-ce que c'est pérenne? Ça ne va pas être éternel, bien entendu. Est-ce que finalement cette reprise, elle n'est pas à confirmer? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho, saison 2016-2017, nouvel horaire, hein, vous le savez, 19h-20h avec de très nombreuses rediffusions. Vous nous suivez peut-être, eh bien, le soir, la nuit. Gros plan ce soir donc sur l'immobilier avec un certain nombre de questions, parce que ça vous concerne, ça vous intéresse, bien entendu. On va en parler avec les meilleurs experts, les meilleurs décodeurs de l'écho, avec Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du management des services immobiliers. Bernard Cadot, qui est à la tête du premier réseau immobilier français, le réseau Orpi. Sandrine Alonier, directrice des relations banques chez vousfinancer.com. Elle va venir avec les toutes dernières tendances en matière de taux d'intérêt à la baisse pour ce 1er septembre. Et puis Jacques Chanu, président de la Fédération française du bâtiment. Un petit peu plus tard, on donnera la parole, eh bien, aux maires, aux élus locaux. Parce que je ne suis pas sûr que les professionnels de l'immobilier et les élus locaux soient toujours sur la même longueur d'onde. Il faudrait peut-être un petit peu les convaincre, peut-être, de céder un petit peu de terrain, justement. On manque de foncier. On verra ça tout à l'heure dans une seconde partie des décodeurs de l'écho. Alors, une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec le neuf. Oui, on vous parle souvent d'anciens, parce qu'il y a eu des chiffres très intéressants aujourd'hui, révélés par les promoteurs immobiliers qui avaient plutôt le sourire. Alors que disaient-ils justement? Réponse de Marie-Cœur de Roy. La reprise s'accélère et très nettement dans le logement neuf. Les ventes sur ce segment ont grimpé de quasiment 23% au premier semestre par rapport à l'année dernière. On est au-delà des 71 000 ventes. Voici les chiffres publiés dans la matinée par la Fédération des promoteurs immobiliers. À ce rythme-là, l'année 2016 permettra à la profession de revenir sur des niveaux de vente d'avant-crise, soit près de 150 000 ventes sur l'année. Et ce redressement accéléré concerne quasiment tous les segments. Tout simplement parce que les moteurs sont partout. Le premier, évidemment, les taux d'intérêt planchers qui profitent à tous. Derrière, on trouve plus spécifiquement le prêt à taux zéro nouvelle version qui profite en priorité à l'achat d'un logement neuf. Résultat, les primo-accédants sont de retour en force sur ce marché. Quant aux investisseurs, la demande est là et elle s'amplifie. Des investisseurs qui profitent à plein du fameux dispositif Pinel, très favorable fiscalement à l'investissement locatif. Derrière ces dynamiques, deux petits bémols quand même, les prix et l'offre. Sur les prix, comme dans l'ancien, ils remontent doucement mais sûrement, boostés par cette forte demande. Et puis l'autre élément d'incertitude, donc l'offre. Maintenant que les stocks sont écoulés ou presque, la Fédération des promoteurs immobiliers alerte pour construire et donc vendre. Encore faut-il avoir aussi suffisamment de terrain. Ah oui, la question des terrains, on verra ça tout à l'heure, elle a raison, Marie-Cœur de Roy. On va quand même parler de ce phénomène qui accélère, qui booste le marché, la baisse des taux d'intérêt. Alors justement, Sandrine Alonier, vous avez passé des dizaines de coups de téléphone aujourd'hui pour vousfinancer.com. On est le 1er septembre, le mois de septembre, je le disais, il démarre avec de nouvelles baisses de taux. Ça nous donne quoi en moyenne? Ça démarre sur les chapeaux de roue puisque les taux ont encore baissé. La plupart des banques ont baissé encore leurs taux de 0,10 points jusqu'à 0,40 points en fonction des banques. Donc on s'y attendait pas, ça n'attendait pas à une baisse encore de cette ampleur. Après déjà plusieurs mois de baisse, ça fait maintenant 2 ans que les taux baissent et on atteint des niveaux records. Par exemple, on peut aujourd'hui emprunter en moyenne à 1,30% sur 15 ans, 1,60% sur 20 ans et 1,90% sur 25 ans. Mais on a des banques en ce moment qui cassent les taux et qui proposent du 1,10% sur 20 ans ou moins de 30 ans. Donc on est vraiment dans une configuration inédite. Aujourd'hui, presque tout le monde peut avoir un prêt à taux zéro ou à 1%. Ouais, il y a une sévère concurrence entre les banques, parce que c'est pas le tout que les taux des grandes banques centrales, justement, soient à la baisse.
Mais j'ai l'impression que les banques rajoutent un petit peu plus à chaque fois. Oui, en fait, les banques ont la possibilité de prêter à des niveaux de taux très bas grâce à la politique de la Banque Centrale Européenne, mais aussi aux taux d'emprunt d'État qui ont encore beaucoup baissé cet été. Mais elles ont surtout la volonté de le faire, la volonté commerciale, parce que c'est vraiment ce qui va leur permettre de capter des nouveaux clients. Et en plus, elles se sont fixées des objectifs de production de crédit énormes pour cette année, encore plus importants que l'année dernière qui était une année record. Et comme le début de l'année a été plutôt calme, elles savent que c'est maintenant, au mois de septembre, qu'elles vont pouvoir rattraper le retard du début d'année. Donc aujourd'hui, elles ouvrent les vannes et elles disent « Venez, chers emprunteurs, on vous prête et on casse les taux ». Oui, parce que si on fait une affaire au mois de septembre, pour les banques, c'est bien parce que le dossier il est bouclé en novembre à peu près. Novembre, décembre. Donc c'est maintenant qu'il faut faire parce que finalement, si on revient dans un mois ou un mois et demi, là, finalement, les dossiers seront sur 2017. On sera peut-être pas forcément, on va peut-être pas forcément recevoir les mêmes baisses, là, les mêmes avantages. C'est vraiment les derniers mois pour les banques pour capter des clients qui vont rentrer dans leurs objectifs de l'année 2016. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais une banque qui me disait ce matin, pour 2017, on a déjà travaillé sur les objectifs. On veut faire plus 20% par rapport à 2016. Donc, ça va se poursuivre. Cet environnement de taux bas va continuer au moins jusqu'en 2017. Et vous, là, les professionnels de l'immobilier, vous aviez déjà vu ça ou pas? Tiens, Bernard Cadot, Orpi. Non, je crois que cette baisse, elle est historique. Elle est historique à double titre, par son taux, par son ampleur, et puis par sa durée. Parce que, comme ça vient d'être dit, ça dure et ça va encore durer. Ah, ça va encore durer, je sais pas, on va voir ça, oui, on va en reparler. Vous pensez que ça va durer? En toute logique, se poursuivre. Donc, effectivement, c'est historique. Je peux dire qu'on n'avait jamais vu ça, de cette ampleur-là, de cette nature-là. Et bien évidemment, ça dope le marché. Oui, le pouvoir d'achat immobilier, il n'a jamais été aussi élevé, Henri Buzicazo, en France. C'est indéniable, parce que la correction sur les prix avait déjà resolvabilisé les ménages. La correction des taux à la baisse encore, et ces dernières heures, de nouveau, en rajoute. Les circonstances n'ont jamais été aussi favorables. Alors bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est leur durabilité à ces conditions. J'ajoute que dans le reportage de Marie Corderoy, elle évoque les aides publiques. Les aides publiques sont aussi des boosters précieux. Le Pinel, le prêt à taux zéro, ils n'ont jamais été aussi puissants là non plus. Et combien de temps ça durera? S'il y avait une hausse des taux, le prêt à taux zéro pourrait être remis en question dans ses contours. Il faut aussi l'évoquer. Donc on a 3 mois sans aucun doute de très bonnes conditions, d'un très bon marché, mais qui peut cacher des choses. Et puis, est-ce que cette reprise profite à tout le monde? Ah oui. Est-ce qu'elle profite à tout le monde? Et singulièrement, est-ce que les dossiers de crédit ne révèlent pas que finalement il faut des revenus assez importants pour accéder à la propriété ou investir? Réponse, Sandrine Alonier, vousfinancez.com. Est-ce que tout le monde en profite, y compris le primo-accédant, le jeune couple de moins de 30 ans, ou simplement celui qui est déjà bien installé, qui veut s'agrandir ou qui veut faire de l'investissement locatif? Qui en profite? Alors, en théorie, tout le monde en profite puisque les banques, là, nous ont renvoyé donc des nouveaux barèmes avec des taux plus bas pour les moins de 30 ans, avec des taux plus bas sur les durées longues. Donc, elles ont envie de capter cette population-là. Après, dans les faits, il y a quand même encore un certain attentisme de la part des emprunteurs, notamment des jeunes. Aujourd'hui, il y a 86% des embauches qui se font en CDD. Les gens mettent beaucoup plus de temps à avoir une stabilité professionnelle. Et l'âge du premier achat immobilier, c'est 32 ans. C'est quand même très tard. On rentre dans la vie professionnelle à 25 ans. Donc on sent bien qu'il y a encore des freins. Et si mais il recule cet âge. Oui, il recule, non, mais que très légèrement. De quelques mois. Voilà. On est passé de 33 à 32 ans, c'est très tard quand même par rapport au niveau de taux qui devrait justement resolvabiliser théoriquement tout le monde. Bernard Cadot, Orpi. Oui, sur ce sujet-là, je crois qu'il y a un vrai sujet dont il faut qu'on s'empare tous, c'est celui de la solvabilité des clients. Parce que la plupart des nouvelles embauches se font en CDD. Or, on ne rentre pas dans les canons de l'attribution des crédits comme ça. Je crois qu'il va falloir regarder de très près cette logique-là. Est-ce que demain, il ne faut pas qu'on revoie les choses? Est-ce que ceux qui sont embauchés en CDD, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat, ce sont des gens qui consomment, ce sont des gens qui ont besoin de se loger? Il faut absolument qu'on intègre dans une réflexion bien sûr plus globale cet aspect, c'est un peu une nouvelle donne, parce qu'elle est durable. Oui, mais ça, vous êtes prêts, vous, les professionnels de l'immobilier, justement, à vous dire, les CDD, par nature précaires, bien entendu, jusqu'à présent, on les rejetait quelque part. Finalement, est-ce que vous êtes prêts à les intégrer? Je dis tous les professionnels de l'immobilier, vous, les agents ou les autres, les banquiers. Ce sont les banquiers, ce sont les assureurs, c'est un petit peu tout le monde. C'est tout le monde, mais c'est pour ça que je dis. Il faut absolument qu'on ait cette réflexion-là parce que ça sera un problème récurrent et je pense de plus en plus important. Jacques Chanu, à la tête de la FFB, on parlera tout à l'heure évidemment du logement neuf, puisque c'est aussi l'une des tendances de ce 1er septembre, avec les ventes qui s'accélèrent, c'est Marie Corderoy qui nous le racontait.
On vit une époque inédite. Oui, inédite, et nos promoteurs constructeurs que nous avons au sein de la FFB, au sein de LCA FFB, nous le disent, qu'il y a vraiment une appétence très forte depuis quelques mois, et c'est surtout la solvabilisation de nouveaux types de clients. Je crois qu'effectivement, ça a été dit longuement, le déclic a été ce nouveau PTZ. Henri y faisait allusion, ce nouveau PTZ qui allait chercher un décile de population beaucoup plus large. Plus accessible, plus avantageux depuis le 1er janvier. Voilà, et que la phase de taux qui a été observée au début par les clients, qui en doutaient un tout petit peu, a été, pour nous, on le sent bien, le catalyseur pour relancer les ventes. Maintenant, après les ventes, reste à déconstruire ces immeubles ou ces maisons. Oui, ça on verra, on en reparlera évidemment. Vousfinancez.com, Sandrine Alonier, vous avez l'impression que les établissements financiers sont prêts à accueillir d'autres populations, justement, sont prêts à ouvrir leurs comptes? Alors sur les primo-accédants, sur les durées longues, oui, elles reviennent un petit peu parce que quand les taux sont très bas comme ça, c'est moins risqué pour la banque de prêter parce que l'amortissement du capital va se faire de façon plus rapide. Et du coup, en plus, comme on est sur un marché immobilier qui repart un petit peu à la hausse, on est sur un marché solide, donc il n'y a plus de risque de baisse et de mauvaises surprises en cas de revente. Donc on a l'impression que les banques sont aussi d'accord pour revenir un petit peu sur les profils plus risqués. Maintenant, elles sont d'autant que l'apport personnel, maintenant... J'ai l'impression qu'il baisse aussi au fur et à mesure. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas ce qui importe aux banques, c'est pas l'apport personnel. Ouais. Elles demandent minimum 10%, mais elles peuvent faire des dérogations pour des gens de moins de 30 ans. Ce qu'elles veulent, en fait, c'est des gens qui vont avoir des revenus élevés, parce que à ce niveau de taux-là, elles ont besoin des revenus des emprunteurs auxquels elles prêtent pour rentabiliser les crédits qu'elles accordent. Donc c'est vrai que ce sont vraiment les beaux profils qui vont avoir les taux les plus bas, mais aujourd'hui, tout le monde peut profiter de cette baisse de taux. Oui, et justement, en profitant de cette baisse de taux, qu'est-ce qui se passe dans les banques en ce moment? Ça renégocie, il y a une accélération. Les dossiers que les banques reçoivent en ce moment, tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de renégociations. Depuis le mois de juin, on a de nouveau beaucoup de demandes de renégociation. C'est à peu près 35% des demandes, alors que c'était plus que 15% au début d'année. Donc on sent bien qu'avec cette baisse des taux, il faut quand même rappeler que les taux ont baissé de près de 1 point depuis le début de l'année en seulement 8 mois. Donc on peut même aujourd'hui renégocier des crédits qu'on a souscrits en début d'année, en réalisant des économies. Donc aujourd'hui, parce que les taux ont baissé d'un tiers à peu près depuis le début de l'année. Voilà, on est passé de 2,50 en moyenne sur 20 ans à 1,60. Donc on a pratiquement 1 point de baisse. Donc on peut même renégocier des crédits du début de l'année. Donc aujourd'hui, les banques ont beaucoup de demandes de renégociation, mais aussi des demandes d'acquisition qui repartent, et elles veulent plutôt se concentrer sur ces clients-là. Donc il y a quand même un risque un petit peu d'engorgement, puisque aujourd'hui, c'est vrai que la demande est supérieure de 20% à ce qu'elle était l'année dernière. Et c'est facile de renégocier, parce qu'il y a les taux d'intérêt, et puis il y a l'assurance aussi. Il ne faut pas oublier l'assurance, justement. On peut renégocier facilement l'assurance? Oui, alors soit avec la loi Hamon, quand on souscrit un crédit, on a 1 an pour renégocier l'assurance de son prêt. On peut changer d'assurance dans la première année. Et sinon, c'est vrai qu'au moment de renégocier son crédit, donc de le faire racheter par une autre banque, c'est le moment en effet de revoir l'assurance. Aujourd'hui, il est plus facile quand même d'avoir théoriquement une délégation d'assurance. Donc on peut prendre une assurance moins chère. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a énormément d'économies à faire. Oui, Henri Buzigazo, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, pardon. Deux choses. Je reprends d'une phrase ce que disaient et Sandrine et Bernard Cadot sur le besoin de moderniser le regard des banques sur la nouvelle structure de solvabilité. Un jeune sur deux, je préside une école, alors je suis très attentif au destin des plus jeunes. On va le rappeler, l'Institut de management des services immobiliers. Voilà, mais c'est le cas des autres écoles. Un jeune sur deux, bien diplômé, à bac plus 5 par exemple, entre sur le marché du travail sans contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire soit avec un CDD, soit en situation d'intérim. Bon. Et ça n'est pas un drame, c'est une modification de la structure du marché du travail et des relations contractuelles. Donc les banques vont devoir le prendre en compte, et ça c'est urgentissime. Les scorings sont périmés. C'est un point très important, je voulais absolument ajouter ça, et je crois qu'on n'en parle pas assez. Je dirais pas qu'on prête qu'aux riches, Sandrine Alonier disait des choses nuancées là-dessus, et il faut pas caricaturer, mais on en reste encore à ça. Et derrière cette explosion du marché, la question de l'accessibilité des logements pour les moins fortunés, les plus fragiles, se pose. Et l'inconvénient de cette grande santé du logement aujourd'hui, c'est que je trouve qu'elle nous empêche un peu de nous questionner. Je vois moins de questions. Et on est en plein cœur de la campagne présidentielle. Les candidats sont-ils très attentifs au logement? Mais non, puisque il a l'air d'aller très bien. Or, il y a des vrais sujets. On va y revenir. On y reviendra, le bien président entendu. Chanu le sait. Oui, bien entendu. Juste encore un mot, Sandrine Alonier. Cette baisse des taux, elle se poursuit en 2017 ou pas?
Alors, évidemment, il est dur de le savoir à ce jour, mais si on regarde et la politique de la Banque Centrale Européenne, avec son opération de quantitative easing qui va se poursuivre, donc du côté des taux de refinancement, on va rester très bas, et du côté des taux d'emprunt d'État, il n'y a pas de raison que ça remonte, et du côté, enfin, de la politique commerciale des banques, elles vont rester encore très offensives, parce qu'aujourd'hui, c'est le crédit immobilier qui les fait vivre, et c'est le crédit immobilier qui leur permet de capter les clients de demain. Bon, alors ce marché, on l'a vu, il s'anime, hein, il se passe beaucoup de choses dans les agences. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tiens, Bernard Cadot, les ventes se font de plus en plus rapidement, il y a de moins en moins de discussions. Racontez-nous la vie d'une agence immobilière dans ce contexte de taux d'intérêt extrêmement bas. Effectivement, le marché est dynamisé. Au courant de l'année dernière, il y avait déjà cette reprise du marché, mais on ne savait pas trop si ça allait durer. Depuis le début de cette année, on sait que ça va durer, on sait que c'est durable. Belle année 2015, encore une meilleure année en 2016. Exactement. Donc ça veut dire que tous les projets qui pouvaient être un peu mis de côté ressurgissent. Puis il y a un élément nouveau qui est assez récent, qui intéresse les investisseurs aujourd'hui, c'est que le dernier gros concurrent de l'immobilier, c'était l'assurance vie. Il y a une collecte énorme, sauf que les assureurs, pour faire très simple, sont en train de puiser dans leurs marges pour garantir des taux. Parce que 80% de la collecte en assurance vie est sur des taux garantis, fonds en euros, etc. Donc ils sont en train de puiser sur la marge pour garantir les taux et les maintenir pour les clients. Or, ça va s'arrêter un jour et dorénavant, on peut espérer, j'en suis tout à fait convaincu, l'immobilier va largement valoir la peine en termes de placement, de rentabilité, de sécurité aussi, parce qu'on sait sécuriser les placements immobiliers face au dernier gros concurrent de l'immobilier qui était l'assurance vie. Oui, quand même. Le marché s'anime, on le voit dans les agents. On négocie à peine maintenant, j'ai l'impression, non? On négocie à peine parce qu'on a mené une grande politique, parfois difficile auprès des vendeurs, je dirais courageuse, qui a été de leur dire la vérité des prix, c'est celle-ci et c'est pas celle-là. Et les vendeurs ont compris également qu'en vendant dans de bonnes conditions, ils se repositionnent rapidement sur le marché de l'acquisition. Donc c'est tous ces éléments-là conjugués font que on a des vendeurs qui sont encore raisonnables. Bien sûr, il y a une petite tension sur les prix puisque le marché est bon. Des acquéreurs qui savent que ça ne sert à rien de chercher une performance à tout prix sur le prix de l'acquisition parce que ils connaissent bien le marché. Et donc c'est un marché qui est sain, qui est fluide et qui doit le rester. Problème et bémol, qui veulent rester. Mais est-ce que c'est pas, pardon, Bernard Cadot, un poil artificiel quand même, cette politique de taux bas qui, traîne quand même, qui anime le marché, les taux publics, enfin les offres publiques, comme le PTZ, notamment, vous en parliez, Buzicazo. Est-ce que c'est pas un poil artificiel quand même? Pas que ça soit vraiment artificiel. Par contre, il ne faut pas oublier, et ça a été dit tout à l'heure par Henri Buzicazo, c'est que les fondamentaux du marché restent déséquilibrés. Il n'y a pas suffisamment de logements sur le marché. Il faut construire massivement. Il faut rénover massivement le parc existant afin de retrouver cet équilibre entre offre et demande. Et ça, ce sont des facteurs durables en termes de marché. Oui, Henri Buzicazo. Un point important, j'y insiste, ça a été évoqué par Bernard. Il faut tordre le cou à l'idée que la baisse des taux, parce qu'on a lu, on a entendu des choses depuis des mois dans ce sens, allait entraîner une hausse des prix. Alors, on peut parler de tension dans les marchés les plus prisés. Il y a une tension, c'est notamment on ne peut plus négocier. Il peut même y avoir une reprise de 0,5, de 1%. Pour moi, elle n'est pas décisive, mais on voit un marché qui, pour la première fois, enfin depuis que je l'observe, ça fait 25 ans, qui effectivement paraît sain, c'est-à-dire que on paie le juste prix des biens et le prix ne s'ajuste pas sur la facilité plus grande qu'on va avoir lorsqu'on est acquéreur. Voilà, c'est un point important. Oui, Jacques Chanu à la tête de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Oui, nous partageons complètement, c'est bien sûr cette analyse. Je crois qu'il faut rajouter un élément quand même, c'est sur la disparité territoriale par rapport à ce que l'on est tous en train de dire aujourd'hui. Bien sûr, les taux, tout ça permet de solvabiliser sur l'ensemble du territoire. Par contre, la demande et le niveau de prix, soit de maintien, soit sur l'activité, le volume d'activité, il faut qu'on fasse quand même très attention. On voit bien que cette reprise est massive sur les territoires métropolitains, les grandes communes. Par contre, il y a encore tout un tas de secteurs en France où cette reprise de l'immobilier, y compris dans l'ancien, n'existe pas. Et par rapport à ça, il faudra sans doute qu'au moment de la campagne présidentielle, on puisse aussi insister sur cette disparité territoriale et peut-être des mesures qui soient pas tout à fait ciblées de la même façon selon les territoires. On achète quoi avec dans ce contexte, dans ce marché très animé grâce à la baisse des taux? On achète quoi?
Un studio, un appartement de luxe, des résidences secondaires, Bernard Cadot. On achète sa résidence principale quand on n'en est pas le propriétaire. Il y a une appétence des Français vers la maison individuelle, ça c'est bien connu. On achète aussi un 2 pièces ou un 3 pièces pour louer. Et effectivement, un regain d'intérêt pour la résidence secondaire. Ça c'est un phénomène, je dirais, plutôt nouveau de cette année 2016. Dû à quoi ? Dû au fait que finalement ça offre pas mal d'avantages, qu'on peut à la fois amortir une partie des frais en louant et puis aussi en profiter. Et puis aussi ce que nous avons observé, c'est qu'il y a des gens qui sont locataires de leur résidence principale et qui achètent une résidence secondaire. C'est aussi une façon de transmettre une forme de patrimoine. On a fait un petit calcul chez Orpi. Sur moins d'un an, la baisse des taux équivaut à 6% de baisse des prix. C'est comme si les prix avaient baissé de 6% grâce à cette baisse des taux. Donc voilà, là aussi c'est un facteur incitatif à l'acquisition. Et elle va encore plus loin, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers qui révélait ce matin les chiffres dans le neuf. Elle disait la baisse des taux d'emprunt enregistrés depuis 2011. Là, elle est partie de 2011. Hein. Ça équivaut à une baisse des prix de vente de l'ordre du quart, 23%. Oui, elle parle. Vous voyez, c'est considérable. Et oui, Sandrine Alonier. J'ai fait le calcul là, moi, par rapport à janvier 2012 où les taux étaient à plus de 4%. On l'a oublié. On peut aujourd'hui emprunter pour 1 000 € par mois, 45 000 € de plus. Donc ça fait dans des endroits où les prix sont pas élevés, ça fait 10 à 15 mètres carrés de plus de pouvoir d'achat. Gagner, bien sûr. Donc en effet, ça aide vraiment les gens à devenir propriétaires. Henri Buzicazo. Pour compléter les propos de Sandrine, un autre chiffre, 10 points de base, pour parler comme les banquiers, ça fait chic, donc 0,10%, c'est de l'ordre de 12 000 à 12 500 opérations de plus ou de moins. Voilà, alors à la fois ça montre que cette baisse est venue resolvabiliser des centaines de milliers d'acquéreurs de plus, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Voilà. Bon, on verra évidemment dans un instant, parce qu'il peut y avoir en effet un revers de la médaille. On verra que tout n'est pas parfait. La question, c'est une reprise de l'immobilier à confirmer, bien sûr. Juste encore un mot. Tout ce qu'on se dit, c'est bon de façon générale pour l'économie, parce que quand on achète un logement, on va faire du diagnostic immobilier, on va déménager, on va acheter l'électroménager, on va acheter des meubles. Jacques Chanu de la FFB. Oui, on va réhabiliter ce logement s'il est ancien. Et d'ailleurs, il y a aussi un outil, le prêt à taux zéro dans l'acquisition de l'ancien, qui permet de faire des travaux, qui doit permettre de financer des travaux. Et puis, globalement, si c'est du neuf, on dit que c'est à peu près 2,5 emplois à chaque fois qu'un logement se construit. Donc ça a un impact direct sur le PIB, puisqu'on estimait qu'à une époque où il y a eu une chute de nombre de constructions, ça a coûté 0,4 points de PIB à notre pays. Donc forcément un redémarrage massif. Et si on arrivait aux fameux 500 000 logements construits par an, c'est presque 1 point de PIB de plus que ça pourrait apporter. Donc tout ça est quand même un signe positif et qui a un intérêt pour tout le monde, y compris au niveau fiscal pour notre pays. Oui, nous parlerons de fiscalité dans un instant, parce qu'on ne peut pas éviter de parler de fiscalité. Vous êtes très demandeur. Oui, Bernard Cadot, toujours sur le bienfait pour l'économie. Le bienfait pour l'économie, c'est qu'effectivement, les constructions neuves créent de l'emploi directement. Et lorsqu'on est dans le secteur de l'ancien et de la rénovation, par exemple, on fait travailler des artisans. Et comme par hasard, c'est chez les artisans qu'il y a aussi un gisement d'emplois. Ce sont des emplois qui sont locaux, c'est non délocalisable, ça reste chez nous, ça crée de la richesse, ça crée de la recette fiscale, comme vous l'évoquez, et c'est un cercle vertueux. Bon, on va continuer dans un instant, parce qu'évidemment, il faut parfaire tout ça, bien sûr. Parce qu'il y a des recours abusifs parfois lancés par certaines municipalités. On manque de foncier, bien entendu. On donnera la parole dans un instant au maire de Mennecy, qui est secrétaire général adjoint de l'association des maires d'Île-de-France. On va le retrouver dans un instant dans le studio des décodeurs de l'écho sur BFM Business. Et puis tiens, je vous demanderai un peu ce que vous attendez de la présidentielle, parce que vous avez vu là tous les candidats aux primaires divers et variés. Oh là là, qui sont prêts à accorder beaucoup de choses. À tout de suite, bonne soirée sur BFM Business. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors on vous parle d'immobilier ce soir sur BFM Business dans les décodeurs de l'écho, avec un marché qui s'anime grâce notamment à la baisse des taux d'intérêt d'emprunt, justement des taux d'intérêt que vous proposent les banques. C'est Sandrine Alonier, donc, qui est directrice des relations banques chez vousfinancer.com, qui a fait un petit peu le calcul cet après-midi au 1er septembre. Ce qu'elle vous disait tout à l'heure, on peut emprunter en moyenne à 1,3% sur 15 ans.
voire 0,8%, 1,6% sur 20 ans, voire beaucoup moins, et puis 2% sur 25 ans. Bref, des taux qui ont baissé d'un tiers. Et tout ça anime le marché. Mais quand même, il y a certains bémols à apporter. On va voir ça dans un instant. Et j'accueille Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant de l'association des maires d'Île-de-France, secrétaire général adjoint, et vous-même par ailleurs maire centriste UDI de Mency, dans le département de l'Essonne. Vous nous direz dans un instant ce que vous comptez faire, parce qu'il y a une forte demande des professionnels de l'immobilier pour dire apportez-nous du foncier, on pourrait construire tellement plus s'il n'y avait pas certains blocages. Alors blocage justifié ou pas, la parole dans un instant à l'accusé, voilà, quelque part, non, entre guillemets, bien sûr. Jacques Chanu, simplement, vous êtes à la tête de la Fédération française du bâtiment. Ce que disait ce matin la Fédération des promoteurs immobiliers, avec une accélération des ventes sur le neuf de quasiment un quart, 23% au premier semestre, et spécialement au deuxième trimestre, puisque les ventes ont bondi de 30% depuis un semestre. Sur le premier semestre, 71 000 ventes. Au total, on espère vendre en tout cas 120 000 logements. C'est grâce à quoi ça particulièrement? C'est toujours évidemment les taux d'intérêt au plus bas. Oui, au-delà de ça, c'est bien sûr les taux d'intérêt, des outils institutionnels d'accompagnement, on l'a vu pour la solvabilisation des ménages qui fonctionnent, aussi bien en termes de primo-accédants que d'investisseurs. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on profite aussi de cette période-là pour essayer de lutter contre les freins qui permettrait peut-être de maintenir un niveau de construction neuf au moment où les taux risquent peut-être de remonter d'ici 18 mois. Je pense notamment aux normes, à différentes normes, ou la suraddition de normes. Les difficultés aussi quelquefois, mais monsieur le maire va en parler, de trouver du foncier dans des conditions de constructibilité acceptables, parce qu'on voit bien que quelquefois il y a un peu une course à l'échalote sur les différentes qualifications, certifications qui sont demandées par les communes pour aider à la construction ou libérer du foncier. Et puis, je dirais de manière un peu plus globale, essayer de voir effectivement, comme ça a été dit ce matin, lutter contre cette plaie qui est le recours abusif et qui est devenu un sport ou qui continue d'être un sport national. Recours abusif qui bloque à peu près, contre le permis de construire, qui bloque environ 30 000 constructions actuellement. Donc c'est quand même un sujet qu'il faut, à mon avis, aborder au moment de l'élection présidentielle, si effectivement le logement reste un sujet central. Recours abusif engagé par qui? Par des voisins, quelquefois par des faunés de concurrents, quelquefois même par les collectivités elles-mêmes, justement liées à cette demande de normes qualitatives ou environnementales. Bref, je crois qu'il faut qu'on revienne à une sorte de fonctionnement où la recherche pour bloquer de la création de valeur doit être combattue. Profitons encore une fois de ce début de retour j'allais dire de sérénité pour aborder les vrais problèmes. On a peut-être un an, 18 mois. Il y a une élection présidentielle et législative au milieu. C'est le meilleur moment de poser le débat. Bon alors tiens, parlons des recours abusifs. Jean-Philippe Dugouin-Clément, au-delà de la ville de Mency, puisque vous représentez les maires d'Île-de-France, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des recours abusifs contre les permis de construire engagés par les élus locaux, évidemment, vous n'êtes pas responsable que des recours déposés par les voisins, par des écolos, etc., etc. quoi. Alors, sur le phénomène des recours abusifs, moi je crois qu'il faut clairement distinguer ce qui vient des collectivités et ce qui vient de particuliers, souvent constitués en association. De la part des collectivités, moi je considère qu'il n'y en a pas. La collectivité, le maire étant titulaire du droit du sol, a la possibilité de délivrer ou non un PC, a la possibilité au travers des refontes de PLU de fixer des règles d'urbanisme, et si les règles du PLU ne lui vont pas, de les changer périodiquement. Les PC, c'est les permis de construire, simplement. Voilà. Après, la véritable difficulté à laquelle nous pouvons être confrontés, mairie comme acteurs du bâtiment, ce sont des recours abusifs tant sur les PLU lors de révisions, où il est très rare que des révisions de PLU aujourd'hui se fassent en l'absence de recours, que sur des constructions, où bien souvent on se retrouve à être confronté à des pertes de temps colossales et à des surcoûts extrêmement importants. Alors ça fait des années qu'on parle de pénaliser financièrement ce type de recours. Les réglementations ont été un petit peu durcies, mais je crois qu'il faudrait aller encore plus loin dans ce domaine-là. Donc ça, vous plaidez non coupable en ce qui concerne les recours abusifs contre les permis de construire. Vous êtes convaincu ou pas, Jacques Chanu? Oui, c'est comme le dit très bien monsieur le maire, le pouvoir du maire est énorme en termes de délivrance du permis de construire.
construire. Donc on voit bien qu'il y a aussi des discussions en amont pour peut-être pas utiliser jusqu'au bout la possibilité de constructibilité, surtout d'un terrain, et où on arrive quelquefois à nuancer ou à retarder un certain nombre de projets pour trouver un accord avec les collectivités. Je crois que quand même, il y a de plus en plus une prise de conscience des élus sur un territoire où il y en a besoin, qu'il leur faut plutôt accompagner ces démarches de construction plutôt que de les freiner. Quelques méthodes du passé sont en train de disparaître parce qu'il y a une pression tout simplement de leurs concitoyens pour réclamer soit des logements neufs pour habiter dans la commune qu'ils ont choisie, soit pour la possibilité de faire de la réhabilitation lourde, parce que n'oublions pas tout ce marché de la réhabilitation lourde, y compris dans les régions en forte tension. Henri Buzy-Cazon, on dit souvent que les élus locaux seraient parfois à l'origine d'un certain nombre de blocages du marché de l'immobilier, qu'ils imposeraient des chartes sur des terrains privés avec des caractéristiques un petit peu, contraignantes en matière d'environnement, de performance énergétique, etc., etc., s'ils n'ont pas de permis. Qu'est-ce qu'il en est exactement, vous qui observez ça, vous le spécialiste à la tête de l'Institut du management des services immobiliers? Je crois que les temps changent. Le président Chanu le disait, et monsieur le maire en a conscience, on a longtemps dit qu'un maire qui bâtissait était un maire battu, potentiellement. C'est-à-dire que s'il bouleversait les grands équilibres de sa commune, eh bien, on lui ferait payer à l'échéance suivante. Je crois que c'est pas vrai. Je crois ça reste relativement vrai, bien sûr. On ne veut pas qu'il soit construit dans son jardin, voilà. Mais on sait aussi qu'il faut faire venir de la richesse dans la commune, qu'elle dépend du nombre de ménages, qu'il faut la faire vivre, qu'il faut qu'elle bouge, qu'il faut qu'elle s'anime. Globalement, à la question voulez-vous qu'on loge plus de ménages, de concitoyens dans votre ville, la réponse est oui. Et puis après, il y a l'égoïsme qui reprend le dessus et on va faire pression sur le maire. Et il va y avoir des maires qui vont manquer de courage. Moi, il me semble qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais encore trop nombreux, incontestablement. Et ministre du Logement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est très difficile, sans aucun doute. Qu'est-ce que ce sera demain? C'est surtout avoir la capacité de dialoguer avec les collectivités locales à tous égards. Et aussi pour la fiscalité locale. Une chose, puisqu'on parle de programmes pour de futurs candidats, en effet, il faut continuer à faire du logement une priorité. La fiscalité doit être montrée du doigt. Et la fiscalité locale, je pense au droit de mutation à titre onéreux, c'est de la fiscalité essentiellement locale. Je pense à l'évolution des taxes foncières ou taxes d'habitation. Ce sont des sujets à mettre à plat. Voilà. Alors le TVA, c'est une fiscalité d'État, mais pour le reste, le dialogue avec les collectivités, c'est pas en brutalisant les élus, mais c'est aussi en leur faisant comprendre que, par exemple, augmenter la part départementale des droits de mutation parce qu'on veut faire plaisir aux départements et que, par ailleurs, on les malmène, et arriver à 8%, aujourd'hui que vous achetez un logement ancien, il est grévé de 8% pour voir, comme on dit au jeu. Voilà. Pour rien. Pour rien. Qu'est-ce qu'on fait de ces 8%? Est-ce que ça retourne dans la politique du logement? Je ne crois pas. Et ça, c'est très fâcheux. Jean-Philippe Ducoing-Clément, à la tête de la mairie de Mennecy, mais secrétaire général de l'association des maires d'Île-de-France. Il y a une particularité des maires par rapport à l'ensemble des acteurs du bâtiment, c'est que les maires sont comptables devant leurs habitants. Et ça impose aujourd'hui deux difficultés. La première, vous l'évoquiez, c'est la question des maires bâtisseurs. Est-ce qu'être un maire bâtisseur, c'est être un maire battu? Alors, moi, je suis plutôt partie des maires bâtisseurs. J'ai été réélu au premier tour, mais j'ai un certain nombre de collègues qui ont été battus. Et il est clair que leur opposition, comme la mienne lors des dernières municipales, ne s'était axée que sur les projets de construction immobilière. Et au-delà de la question purement des maires en place, quelle que soit leur étiquette politique, ça n'a aucune importance. Il y a quand même une culture de la responsabilité des élus ou des candidats à une élection qui serait bien instaurée. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on souhaite avoir une vision dynamique de sa commune ou est-ce qu'on est dans une logique de ne surtout pas bouger pour ne pas avoir de vagues, ne pas risquer de connaître des périodes de difficulté? Il y a deux options, deux optiques, et les élus là-dessus se partagent de manière assez équitable. La deuxième chose qui constitue aujourd'hui un frein réel pour des élus locaux, y compris qui souhaitent pouvoir développer leur commune, vous parliez tout à l'heure de la fiscalité, vous parliez des droits de mutation, c'est les baisses de dotation de l'État. Quand une commune comme la mienne aujourd'hui, qui fait 18 millions d'euros de budget en fonctionnement, a perdu plus d'1,2 million annuellement en recettes annuelles de fonctionnement et va continuer à perdre dans les années qui viennent, lorsque l'on se retrouve contraint d'augmenter
d'augmenter la fiscalité, d'augmenter les tarifs aux ménages, de réduire les places de crèche. Accueillir de nouveaux habitants, c'est générer des coûts supplémentaires. Et accueillir de nouveaux habitants dans des conditions défavorables, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable tant pour un maire que pour un habitant. Donc ça pose, je pense, la problématique des dotations. Aujourd'hui, on est dans une politique de l'État qui est récessive pour la construction de logements et qu'on ne prend, je pense, que beaucoup trop peu en compte. Et puis ça pose aussi la question, vous parliez également tout à l'heure des discussions qui ont lieu en amont, et bien d'un dispositif assez intéressant qui est à mon avis un des seuls points positifs de la loi Allure, qui est la possibilité d'imposer des PUP. Parce que c'est aussi un moyen... Alors les projets urbains partenariales, c'est au travers d'un élément constitutif d'un permis de construire, pour faire simple, un aménageur ou un promoteur passe un accord financier avec une collectivité pour venir réaliser des équipements publics en contrepartie des logements livrés. C'est-à-dire que ça permet d'amener un équipement qu'une mairie ne pourrait plus payer aujourd'hui. Et c'est même un élément positif par rapport à la création d'un quartier. Oui, alors Jacques Chanu de la FFB, ensuite Bernard Cadot. C'est vrai parce que ça permet une cohérence en fait du développement immobilier, mais par contre il faut le dire, c'est qu'une pub ça a un coût et que ça engendre un surcoût du prix au mètre carré du logement et donc le problème de solvabilisation. C'est bien pour ça que aujourd'hui, malgré tout ça, les prix du marché arrivent à être à peu près maîtrisés. La solvabilisation des ménages est possible grâce au taux d'intérêt et aux mesures d'accompagnement. Si demain il y a un seul de ces curseurs qui est touché, j'ai bien peur que tout ça ne puisse s'effondrer rapidement. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est une reprise de l'immobilier à confirmer? Voilà. C'est une reprise de l'immobilier qui est réelle, qui je crois peut être solide du moment qu'on ne touche pas ces principaux indicateurs et qu'on en profite dans la période, encore une fois, un peu faste pour regarder tout ce qui peut être un frein pour demain, si les taux remontent ou autre, être toujours en capacité de répondre à la demande. C'est beau qu'il faut réparer la toiture. Absolument, vous avez raison, Henri. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'élément qu'il faudrait? Bernard Cadot, vous à la tête du réseau immobilier Orpi, justement pour faire en sorte que cette reprise de l'immobilier soit confirmée et ne soit pas donc entravée par des dispositifs réglementaires, des décisions locales, étatiques, plus ou moins erratiques. Il est évident que l'empilement de toutes les dispositions réglementaires n'aide pas. On l'évoquait tout à l'heure, il faut qu'on retrouve cet équilibre entre offre et demande. Il y a différentes façons, il y a notamment, et c'est un autre point positif je crois de la loi Allure quand même, il y en a quelques-uns, la possibilité de densifier les centres-villes. On sait, et vous ne me contredirez pas, je pense que étaler la ville, ça coûte beaucoup d'argent, et si on peut densifier certains centres-villes, notamment en Ile-de-France, il y a peut-être des gisements pour retrouver des mètres carrés utiles. Maintenant, très clairement, je crois qu'il faut arrêter d'empiler la norme sur la norme. Et on évoquera tout à l'heure les perspectives par rapport à la présidentielle. Je crois que c'est un des sujets majeurs. Il y a 6000 normes. Est-ce qu'on peut simplifier durablement? Parce que à peine on retient quelque chose qu'on en met, voilà, c'est aussi cela, parce que on s'y retrouve plus. Les normes, vos responsabilités, vous en tant que délivrance de permis, etc., etc. Oui, alors Jacques Chanu de la Fédération française du bâtiment, monsieur le maire, Sandrine Allonnier, vousfinancez.com. Juste un seul chiffre quand même pour relativiser aussi les choses. Aujourd'hui, le coût de la construction par rapport au coût de l'immobilier dans le neuf est de moins de 50%. C'est-à-dire l'impact du coût direct de la construction est moins de la moitié du coût global. Donc je pense que sur les 55% autres liés à la fiscalité dont parlait Henri, liés à toutes ces contraintes maintenant juridiques, le coût juridique et autres, je pense que là aussi il y a moyen de s'attaquer assez rapidement à cette partie-là avant de regarder aussi sur la partie construction. J'ai connu, sans avoir l'air d'être encore un dinosaure, une période où c'était à plus de 60% le coût de la construction sur le code immobilier. Donc là, il y a quand même aussi une piste qu'il nous faut absolument travailler. Sandrine Allonnier. Oui, moi je suis totalement d'accord avec Henri qui disait que aujourd'hui les frais de notaire c'est un vrai frein à l'accession. Aujourd'hui ils sont compensés par le niveau de taux bas, mais si les taux remontent, le fait de devoir sortir 8% du montant du bien en apport, puisque les banques le demandent quand même malgré tout dans la plupart des cas, c'est vraiment un frein. Et ça freine en plus la mobilité puisque les gens hésitent du coup à déménager. Les gens restent maintenant entre 9 et 10 ans dans leur logement avant de revendre. Avant on était plutôt sur 7 ans. Donc c'est vrai que ça freine aussi le dynamisme du marché de l'emploi.
l'emploi. Voilà, c'est un vrai frein. Les Et frais de aujourd'hui- notaire dont on rappelle qu'ils ne vont pas chez le notaire. Hein. Voilà, non, mais Non, ouais, il y a ça va dans la, une petite ça va partie- dans la caisse du trésor public. public. Il y a une toute Voilà. petite partie qui va chez le notaire, moins de 1%, je crois, et qui en plus a été diminuée Bien sûr, par au 1er mai, Macron, depuis le voilà, 1er. qui a eu la bonne idée de proposer des baisses de l'ordre de 10%, voilà, des honoraires des notaires. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va être un sujet, et il faudrait y penser dès maintenant pour pouvoir anticiper l'avenir. Pour le reste, je trouve quand même, on n'a pas beaucoup parlé du dispositif Pinel, mais il booste vraiment très fortement les ventes dans le neuf. On va juste rappeler le dispositif Pinel qui Ouais. permet une grosse réduction d'impôts liée à l'achat d'un bien locatif neuf, hein, c'est ça. Tout à Donc, fait. Et on dit qu'aujourd'hui, ces acquéreurs, ça représente 50%. là 50% des achats, la moitié. Donc voilà, donc c'est énorme, et c'est ça aussi qui a redonné la confiance. Les promoteurs ont de nouveau confiance, donc ils peuvent on a de nouveau des constructions. Et aujourd'hui, nous, c'est 15% des demandes de prêt chez nous, c'était que 9% il y a 2 ans. Donc on voit bien qu'on a aussi ce retour des investisseurs. Donc là-dessus, pas de changement, pitié. J'en donne un taux de Dubois, réservation. Clément. Oui, non, on voit bien qu'on est sur des équilibres très fragiles. Il y a une reprise réelle qui est tirée par les taux, mais il y a un déséquilibre très fragile. Et sur ce qui était évoqué tout à l'heure par rapport au coût de participation des aménageurs aux équipements publics, qui est un élément important pour les habitants des communes, on voit bien qu'il y a une inégalité très forte en fonction des communes et de la charge foncière, de la valeur foncière des communes. Le prix de sortie au mètre carré n'est absolument pas le même à Paris ou dans certains arrondissements que dans des communes beaucoup plus paupérisées de grandes couronnes. Et autant dans des communes disposant de charges foncières importantes, ça peut être un élément d'accompagnement qui permet au promoteur, tout en continuant à faire son métier, d'avoir un développement équilibré et cohérent pour une commune, autant sur des communes généralement beaucoup plus en difficulté et beaucoup plus pauvres, où les charges foncières sont moins importantes, c'est des dispositifs qui ne s'appliquent pas. Ça, Jacques Chanu, ça sera l'un des points importants à aborder lors de la campagne présidentielle. Oui, je crois que c'est un des sujets majeurs. Il y a aussi quand même le système, monsieur le maire, des TLE, hein, des taxes locales d'équipement, qui sont aussi liées et dédiées logiquement à l'équipement autour de la construction. Mais bon, voilà, c'est des discussions. Bien sûr que ça va être un des sujets majeurs, hein, me semble-t-il, pour la profession dans son ensemble, au moment de l'élection présidentielle, où pour l'instant, je suis désolé de le dire comme ça, on n'a pas le sentiment que le logement soit au centre de leurs premières préoccupations. Oh, bah, attendez de les recevoir, vous allez voir. On va Ils vont tous à la- défiler et ils vont tous vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous Oui. avez passé au MEDEF depuis cette semaine. Là, Oui, ils ont tous j'ai- défilé, ils ont tous dit au patron, les 35 heures, c'est pas la peine, on y revient, la fiscalité, on la baisse, l'ISF, vous allez voir ce que vous allez voir, et les seuils, etc. Bon, on verra ce qui va en être. Oui, évidemment, au sein de la Fédération française Voilà. du bâtiment, nous allons recevoir tous les candidats aux primaires, au pluriel. Vous allez avoir peut-être Madame Duflot alors. votre- Mais volontiers, ça nous fera l'occasion de se J'ai vu retrouver. que Bernard Cadot, c'est qu'on s'est rallié à Madame Duflot. Vous avez dit du bien de la loi Allure ce soir. De deux quelques points. dispositions Quelques qui étaient Plaisant, intéressantes. Bernard. Voilà. Mais je confirme, puisque notamment sur les recours, elle a eu le courage de commencer à aborder le sujet. Sur d'autres points, force est de constater que ça a été plutôt bloquant. Ah bon Non, simplement, je crois que c'est un sujet tellement majeur, notamment évidemment pour l'activité, mais aussi pour la mobilité. Hein, Sandrine l'a dit, pour la mobilité et donc pour l'emploi dans ce pays, qu'il va nous falloir tous collectivement réinsister pour expliquer que si on ne s'attaque pas, si on ne continue pas à soutenir ce secteur, je crains que ça devienne rapidement un frein au développement du PIB de notre pays. Henri Buzicazo. Puisqu'on réhabilite Cécile Duflot, je vais apporter ma pierre à l'édifice Rougir ce soir. et évoquer non pas la loi Allure, mais la première loi, Cécile Duflot, mobilisation du foncier public. Clairement, après une prise de conscience qui montait depuis des années, cette ministre a voulu qu'il y ait un outil de mobilisation pour inciter l'État, les collectivités aussi, à mettre sur le marché leur terrain. Il faut que ce mouvement continue. Là aussi, c'est par la négociation. Hein, c'est pas en tapant sur les maires ou sur les patrons d'administration centrale ou sur les ministres qu'on va faire venir ce foncier et le foncier privé. Le président Chanu le sait. Les promoteurs de sa fédération souffrent, il l'a dit, de la cherté des terrains. Pourquoi aussi aujourd'hui, de manière relative, le coût de la construction est-il moindre dans l'équation globale? Parce que le coût du terrain n'a cessé de monter. Sur les marchés tendus, on arrive à 60% dans la formation du prix qui est liée au prix du terrain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de terrain privé. Et là, il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire, le prochain président ou la prochaine présidente devra le faire, c'est trouver la bonne fiscalité. Aujourd'hui, plus vous gardez un terrain, moins vous êtes imposé sur sa plus-value. Non. Eh bien, il faut arriver à inverser ce mécanisme. Ça a été rejeté par le Conseil constitutionnel, on n'a pas trouvé le choc de l'offre. Il faut créer un choc de l'offre, voilà.
Vous, Bernard Cadot, vous allez recevoir les candidats à la présidentielle ou pas? On va les rencontrer. Vous allez les rencontrer On va essayer de faire passer quelques idées. Je crois qu'il y a on l'a dit, il faut absolument revoir de fond en comble la fiscalité, l'aspect plus-value, mais tout le reste, les droits de mutation, etc., ça c'est indispensable. Il faut absolument simplifier et pérenniser. Et nous soutenons une autre initiative aussi, c'est que le prochain ou la prochaine ministre du Logement ait des compétences liées à l'aménagement du territoire. Parce que pour nous, le logement et l'aménagement du territoire ne font qu'un. Ça a été évoqué par le président tout à l'heure. Les marchés sont très différents les uns des autres. Et s'il n'y a pas cette approche d'aménagement de territoire, on passera à côté du sujet. Pour terminer rapidement, 2 enjeux majeurs. Le haut débit Internet partout, demain, parce que c'est directement lié au logement, à la mobilité professionnelle, donc à la compétitivité des entreprises, et puis aussi tout ce volet autour de l'énergie et d'éviter d'avoir des passoires thermiques ici ou là, notamment en zone rurale, parce que là c'est la double ou la triple peine. Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est vrai, on pense rarement au haut débit, c'est aussi une donnée importante du logement. Bien sûr, ça l'est pour le logement, ça l'est pour l'entreprise également. Et puis il y a des modifications des conditions de travail, des cycles de travail également, de plus en plus de travail décalé, de plus en plus de travail à domicile. Et aujourd'hui, notamment lorsque l'on va, y compris en Ile-de-France, en moyenne grande couronne, des zones mal desservies, ça constitue un frein pour des actifs. Bon, au final, l'année 2016 va bien se terminer. On est le 1er septembre, il nous reste encore 4 mois, Henri Buzicazo. Elle va se terminer en fanfare. Ouais. Toutes les observations qu'on a faites valent pour l'avenir, le moyen terme et le structurel. Il ne faudrait pas que l'enthousiasme empêche de se poser les bonnes questions. Bernard Cadot. On va effectivement bien terminer cette année-là, mais on sera vigilant l'année prochaine et surtout vigilant par rapport à ces échéances qui nous intéressent tous. Sandrine. Là, mois de septembre, au top sur les taux, donc le meilleur est à venir. Bon, allez, et vous, la Fédération Française du Bâtiment, Jacques Chanu? Transformons ces ventes vite en construction. Bon, très bien, merci à tous. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. Rendez-vous très bientôt sur BFM Business, bien entendu. Je remercie Henri Buzicazo, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Bernard Cadot, à la tête du premier réseau immobilier en France, Orpi. Merci au maire de Mency, dans l'Essonne, qui est secrétaire général adjoint de l'Association des maires d'Île-de-France, Jean-Philippe Dugouin-Clément, Sandrine Alonier, les chiffres des taux d'intérêt à redécouvrir dans vousfinancez.com, et Jacques Chanu, président de la Fédération Française du Bâtiment. Merci, à bientôt, bonne soirée. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.